Just the same thing that happened to Nigeria can happen in Egypt. For which reason, you need to insure yourself, put some money aside as insurance, in case such a wave of instability arises, whether it is on the value of your currency or whether it's on the structure of the economy. Now, what does it mean? Take Nigeria's case. To put 65 billion into primarily American banks means that $65 billion, which could have gone into investment in Nigeria, has been forgone. The opportunity cost of that 65 billion, week after week, month after month, year after year, is profound. Secondly, most of that money, like I said, arises from foreign borrowing, whether it is governments borrowing from the IMF or from the international markets, or whether raising bonds from private capital and so on and so forth. You borrow from abroad. We know that the interest rates on which you borrow from abroad will be determined by the interest rates in your own economy, because you are generating money from your economy and paying back those you are borrowing abroad. You are putting 65 billion in US banks, where the real interest rate, your earnings on that 65 billion, is either 1% or less than 1%. But you are paying on the basis of your own domestic interest rate, which in West Africa's case is anywhere from 10 to 40%. And you have borrowed that money. So already, there is a cost to carrying that money. It's actually called the carry cost of that money. You have borrowed high to give money to put money into somebody else's financial system, where you get no returns, and they still can use it to develop their economy and to promote trade and so on and so forth. And this type of reserve accumulation has become a feature of all West African financial systems and West African government financial management, precisely because they have opened themselves so much in terms of those who the foreign assets that are owned either on their stock exchange or in their financial market as a whole, and also because of external borrowing. I'm sorry if I'm trying to sound a bit too technical, but my key point I'm trying to stress is that the problem that we face in terms of the crisis arises from a combination of two things. It arises first because of our primary commodity dependence. Secondly, because we have locked ourselves into this primary commodity regime and have liberalized our trade and liberalized our investment and financial regime so that we do not build our own domestic market, but we rely on foreign investment and so on and so forth. We also leave ourselves vulnerable to all kinds of turbulences on the global system, and this is the result that happens. At the same time, the foreign investment that we are relying on is not reliable. Between the year 2008 and 2009, foreign investment into West Africa dropped by 67%. That's in 1 year. 67% is equalized. Domestic saving, as I'm saying, in West Africa, which is already very, very low, fell from 23% of GDP. That means all the total amount of available capital in the economy was only 23% of GDP. Now I say only because a country like China, its savings rate and investment rate is over 45% every year. If you want to know how they are growing so developing so fast, that's the problem. In our case, it fell from 23% to 19% in 1 year. But worse than that is that 23% available credit, because of the structure of the economy that I talked about, was not going into production. In West Africa, bank lending to agriculture and industry is decelerating, is going backwards by a rate of 55% to agriculture per year and 45% to industry per year. So already you are lending less and less and less to your productive sector. And your total available capital is actually going down, which means not only will a revival of production not happen when you are trying to recover from the crisis, but actually production will shrink even further. And we saw it in the wake of the food crisis in West Africa. Food production in West Africa had collapsed precisely because of this economic structure that I have described, precisely because of this policy regime that I have described. So what happened? When governments tried to mitigate the impact of the food crisis, the only thing they could do was to cheapen imports so that more imports come into the economy, so that it destroys food production even further. Basically, this is what the type of situation that we face repeatedly in our economies. Now, one could go on and on about many of these aspects. But the two things I've tried to say right now, first and foremost, is that the government responses, the official responses to the crisis so far, more trade liberalization, more financial liberalization, more access to international finance, and so on and so forth, is not a solution to the crisis. Because our crisis starts not simply from the global crisis in 2007, 2008, but it starts from a crisis of development and production, given our primary commodity-dependent nature of our economy. And then the third point I am making is that
on the basis of that primary commodity dependent, if you have an open economy, where you do not regulate the amount, because we're always saying we want foreign investment, but if you do not regulate the amount of foreign investment coming into your country and going out of the country, you are sunk. If you do not protect strategic sectors of the economy to develop your production, you will be in deep trouble. Not only will you not develop, you will not generate employment, you will not generate income, you will not have savings, you will not have investment resources of your own. So there are a number of related factors which arise. In which case, if the economy is wide open, what is the solution? Many solutions have been advanced. One of the interesting things that people have talked about is that regionalism is actually one of the solutions in terms of sustainable growth as well as development. Now, it's important to just step aside for 1 minute and explore this idea carefully. If we look at, let's say, Chinese growth right now, and let's be clear, crisis doesn't mean that our trade should collapse. It is in the same period of crisis that China has overtaken Germany as the world's greatest exporter, for example. Okay? So some people do very well because the crisis is always going to be uneven. Okay? The crisis is always, thank you, you're very kind and generous. The crisis is always going to be uneven. So if we are in a vulnerable position, the crisis will hit us harder than anybody else. Somebody can come and say drought is the problem in Niger, as they said in 2007 in terms of the whole of West Africa, from Senegal to Chad and everywhere else. There was this, and weather patterns clearly are a case in point. But the weather patterns arise on a number of different things. The production systems that we have had, the fact that there is so much disinvestment in agriculture because of import regimes, because of liberalization, because of government should get public investment should get out of in productive sectors and so on and so forth. These are the long-term contributory costs, factors to the situation in Nigeria. There is no guaranteed incomes for farmers as they used to be. There is no guaranteed subsidies in terms of inputs, no guaranteed market, so on and so forth. So you can't simply say drought, when actually there is a series of structural factors which actually have been human-made and are not simply natural, have been human-made, and it will require those same type of interventions to resolve them. And I'm saying that if you take the case of China, for example, regionalism has been central to its process. Its process of not simply recovery from the crisis, but also in terms of its long-term development as well. Everybody knows that China essentially started out as a country which did semi-processed manufacturers for the rest of Asia, for Japan, so on and so forth. And then it also was an export platform for Western capital coming to Asia under controlled circumstances and also other things. Today is the other way around. It's the Koreans and so on and so forth, which in many respects provide the semi-processed, semi-finished goods to China. And China's own ability to absorb those and to provide that create that growth in the region is what has helped the region as a whole in terms of its economic recovery, in terms of its financial stability, in terms of the kind of options or new directions when you are faced with a global crisis. But even Germany itself, the #1 exporter until China overtook it in December 2009. If you look at Germany, Germany is one of those countries which is an extremely regional character in terms of most German investment, overwhelming amount of German investment is either in Belgium, Holland, or Scandinavia. In web of relationships and sometimes in a concentrated geographical locations. So everybody who has developed has done that. The United States itself, because of its own unique character as a big, it's one country, but it's also a continent in terms of its system, for a long time did not depend on international trade. Up until the late 1980s, 1990s, the share of international trade in the US entire economy was less than 10%. What does that mean? It means that Americans could continue developing products, enterprises, and production without having to worry whether in the first year it can compete with already established international producers. That's the key thing here. And when we come to the question of regionalism in Africa, we should notice a couple of things about the structure of economies which make it a necessity. First and foremost, everybody recognizes that regionalism is a way forward. So, the European Union tells us today that they want to engage in an economic partnership agreement with us to foster our own regional integration. But I'm sure, as we may discover, at the great agriculture with industry, which has services, feeding those productive sectors, which has regional payment systems in terms of our financial dealings in the region, which has currency reserves, which can allow different countries in the region to bail each other out, support each other out, give stability to different. And for that to happen, it requires us to understand, first and foremost,
that our structure of our economy requires us to do so. Take the case of agriculture. We have hundreds of millions of small-scale agricultural technology on the basis of the fact that you have everybody having a hoe and cutlass and machete. It's not possible. But those people, as long as they own their 1 acre or 2 acres, do not constitute a market for mass production of technology. Unless somebody has an interest in doing so. If you have countries coming together knowing, and agricultural technology is one of those things that you really have to be careful about its specificity. The soil it is the same area if you look in terms of our investment regime. You cannot allow money to come in anyhow and go out. In the same in terms of our capital controls and our whole financial sector, you cannot allow a region which has a fixed interest rate, a fixed currency value like the CFA. So right now the CFA is going up. And sell in Ghana or Nigeria or vice versa. You can exploit what we call arbitrage, the differences within the region, the incoherence in the region, what Andrew is going to talk about. Those incoherences become a source of profit for somebody, for vested interest, for institutions, financial institutions that arise, and all kinds, and making it more and more impossible for us to return to the productive base and the coherence that we need to live our region. I'm going to end here, but I want to make one final remark. I want to end with de l'exposé assez riche dont nous avons bénéficié et qui, je suppose, a suscité des interrogations, des commentaires ou quelques éléments d'analyse en chacun de vous. Maintenant, nous allons prendre quelques minutes, une trentaine de minutes, parce que nous avons pris un peu de retard, pour échanger, pour apporter des angles de lecture que Bassini n'aurait pas évoqué, ou alors pour demander les clarifications que les uns et les autres pourraient se faire le plaisir d'apporter. Et donc, on va procéder de façon assez simple, solution des problèmes internes, la satisfaction de nos problèmes économiques internes, et il y a des facteurs exogènes qui sont sous-tendus par la volonté des pays développés à créer des marchés dans des espaces qui leur sont extérieurs. Le processus d'intégration régionale qui est amorcé sur le continent dans une grande partie depuis quelques années est basé non sur un souci des pays qui se mettent ensemble de bâtir des espaces économiques pour leur développement, mais sur le souci de créer des marchés, des débouchés pour... Et c'est cette perception des choses que nous devons retourner pour avoir une nouvelle conception de la régionalisation. C'est ce qui ressort de l'exposé que Bassini a fait et les contributions que nous avons eues dans la salle. Et pour cela, j'ai retenu deux mots assez importants de Sangaré. Il faut de la vision à long terme, c'est central, et il faut de la volonté politique pour y arriver. Sur ce, je voulais vous remercier. Il y a certainement des questions qui n'ont pas obtenu des réponses, mais la suite du programme nous donnera l'opportunité de rentrer en détail dans différents aspects de la question. Merci beaucoup. La pause est servie, ce qu'on nous signale. On a 10 minutes au lieu de 15 pour prendre la pause et on revient pour gagner un peu de temps. Merci, à bientôt. Je commencerai d'abord par parler un peu du fonctionnement de la chaîne de transport, qui est caractérisée dans la sous-région par un certain élément, par un certain nombre de constants. Le premier, effectivement, c'est la déficience institutionnelle et pratique.
lesquels, bon, les énumérer c'est très long, mais nous allons nous focaliser uniquement, nous allons simplement rappeler d'ailleurs que un certain nombre de ces infrastructures qu'on connaît, les infrastructures physiques déjà, les infrastructures de transport physique, parc de voitures. Je pense que tous ceux qui ont suivi la presse ce matin et hier sont informés de la décision qu'on vient de prendre au niveau du Sénégal. Nous avons hier, jusqu'à 20h, été en conseil ministériel pour parler d'un problème que chacun d'entre nous connaît dans son pays. C'est-à-dire que l'incapacité que nous avons à faire circuler les biens et les personnes dans notre territoire, alors que depuis près de 20 ans, tous les textes législatifs et réglementaires ont été pris par les instances les plus élevées. Et que nous faisons pour rappeler des choses qui ont déjà dû être réglées depuis pour une vingtaine d'années. Donc, comme je disais, nous avons un certain nombre de contraintes liées aux infrastructures physiques, comme les transports de surface, par terre ou par chemin de fer, par mer. Ensuite, nous avons ce qui est valable au Sénégal est valable aussi pour les autres pays. Et dans l'ensemble de la sous-région, nous avons un parc de transport, une flotte de transport, les véhicules lourds qui sont complètement déficients, complètement en état d'incapacité à soutenir la compétition internationale sur le dispositif de la chaîne de transport. Ensuite, nous avons des procédures et des contrôles qui font l'objet de beaucoup de débats, qui sont longs, parfois incohérents, qui sont lourds et qui sont récurrents. Ensuite, nous avons un effet un peu plus caché, un peu plus voilé et plus vicieux, qui est celui de la protection. Parce que dans nos États, le transport des marchandises souvent est bloqué, tellement parce que certains États, ils voient à chaque fois qu'il y a des importations, ils voient une menace à la fois pour le trésor, certains dispositifs qui existent en matière de suppression des droits de douane, mais aussi simplement une concurrence par rapport à leur propre entreprise locale. Donc il y a un effet de protection qu'on ne voit pas très souvent, mais tout ce blocage du transport trouve ses racines aussi dans nos soucis d'éviter que des marchandises qui sont étrangères au territoire national ne viennent concurrencer les producteurs locaux. Nous avons des difficultés dans la sous-région que nous connaissons tous. Il y a tellement à la fois il y a les problèmes de temps, mais aussi il y a le problème de la monnaie, qu'on a jamais pu régler dans la zone UOMA et CDO. Entre la zone UOMA et CDO. Si ça a été réglé au niveau du UOMA, nous partageons une monnaie commune, des pratiques bancaires communes, mais au niveau des autres pays, nous avons aussi des actions. Alors par rapport à toutes ces contraintes, il y a des initiatives qui ont été prises au niveau sous-régional. Alors ces instruments, ils ne vont pas être longs, il y en a beaucoup. Mais disons que le plus important dans le cadre de la constitution du marché régional, ça a été la manipulation de l'instrument douanier pour en faire un outil d'intégration. Alors les objectifs qui ont été visés, vous avez les traités, aussi au niveau de l'UOMA, et actuellement au niveau des échanges, enfin du travail qui est fait dans le cadre commun de la CDO qui est en préparation, c'est un élargissement du marché pour permettre à ce qu'un territoire douanier puisse être élargi en même temps, élargir le marché des biens et des services à l'intérieur de ce marché. Ensuite, comme on le sait, en élargissant le marché, évidemment, la conséquence qui en découle, c'est justement la conséquence positive, c'est les économies d'échelle qui peuvent exister les territoires. Ensuite, nous avons une meilleure allocation des ressources. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a beaucoup de difficultés sur les infrastructures de transport parce que nos routes sont très mauvais état et ensuite ne sont pas assez nombreuses pour faire un maillage de l'ensemble de l'espace communautaire. Donc, puisque c'est des investissements lourds, le fait d'avoir un seul espace intégré, ça permet d'avoir une meilleure allocation des ressources au niveau de l'espace. Les gains de compétitivité, c'est une conséquence qui découle de l'élargissement du marché, parce que et des économies d'échelle, quand on a bénéficié d'économies d'échelle, il est plus facile d'avoir des gains de compétitivité. En même temps qu'une allocation de ressources qui contribue à des gains de compétitivité pour les entreprises qui sont appelées à exercer la concurrence au niveau de l'espace. Et enfin, une meilleure mobilité des facteurs, parce que quand on fait des routes, que ce soit par voie terrestre, maritime ou ferroviaire, c'est justement pour permettre une bonne mobilité donc des facteurs et des produits.
Or, le paradigme aujourd'hui au plan international, dans tous les domaines internationaux, c'est justement la possibilité qui est régulièrement recherchée de gommer le temps et l'espace. Donc, maintenant, un espace de la vie avec des facteurs, des voies de communication en meilleur état, ça fait une meilleure mesure de notre facteurs. Alors, on oublie par contre que très souvent, quand on parle de circulation des biens et des personnes, on pense seulement que c'est les difficultés que nous avons en ce pays voisin. Et on oublie cette dimension importante qui est celle des entraves qui sont à l'intérieur des territoires. Je dois dire qu'on a autant de difficultés à quitter un pays pour aller vers un autre que parfois à l'intérieur des mêmes pays, et ce qui est complètement anachronique d'ailleurs. On a les mêmes difficultés sur nous plus à circuler sur les mêmes territoires d'une région à une autre. Chacun des pays donne ces spectacles malheureux, comme s'il y avait, en quittant une région pour aller à une autre, une ville pour aller à une autre, on franchissait les frontières alors qu'en fait c'est le même espace régi par les règles. Ensuite, tout ceci effectivement, quand on le met bout à bout, constitue le facteur le plus important aujourd'hui du blocage du développement de notre continent, parce que les corridors, l'espace ne circule pas, on ne circule pas dans les espaces. Alors, pour résumer tous ces discours-là, on en a beaucoup parlé, mais nous avons pu bénéficier depuis quelque temps d'un instrument dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est l'observation des pratiques anormales. Je pense qu'aujourd'hui, ça a fait l'objet par le passé de beaucoup de contestations par des forces de l'ordre, par l'État, par la sécurité des transporteurs, parce qu'on pensait seulement que c'était des condamnations classiques. Il n'y avait aucun instrument de mesure pour effectivement vérifier ce qui a été. Aujourd'hui, l'OPA, vraiment qui ont fait un des options majeurs de mesure, nous permet de. Je pense que vous n'entendez pas. Alors, nous avons donc parmi les rapports, nous sommes au 9e ou 11e rapport, mais ça c'était le premier rapport qui a été fait sur le Sénégal, c'était le 9e. Et donc vous pouvez voir sur cette carte-là quelque chose qui est inquiétant. Là où vous avez les barrettes, les différentes couleurs indiquent les ports de contrôle. Ça c'est un couloir qui va de Dakar à Tema, à Accra et à Lomé. Donc vous avez autant de barrettes qu'il y a de points de contrôle. Vous avez la police qui est en bleu clair, la douane qui est en violet, la gendarmerie qui est en jaune, etc., le service de l'immigration et même les syndicats de transporteurs dans certains pays qui se sont arrogés le droit donc de contrôler et de faire des prélèvements. Je pense que c'est un cas qu'on a en particulier au Mali, au Sénégal, je ne sais pas. Mais disons quand vous cliquez ici, changer les il y en a trop, mais vous avez pour 100 km par exemple de route sur le Sénégal, vous avez ces 4 positions de contrôle. Vous avez un prélèvement surtout qui est important, un prélèvement de 4394 de taxes illicites par kilomètre en moyenne. Alors vous avez 23 minutes de retard sur cette ligne-là tous les 100 km positionnés. Pour le Mali, vous avez 3 postes de contrôle qui vont vous donner sur 100 km 4589 francs de prélèvement illicite et puis vous avez 17 minutes de retard. Vous avez, etc., vous atteignez des sommets incroyables. Donc voilà un système de contrôle qui est irréfutable parce que ces messieurs qui ont fait cet instrument sont en fait pour le rendre incontestable parce que c'est des enquêtes sur le terrain et surtout sur des véhicules qui sont en bon état. Et que des véhicules qui théoriquement ne devraient faire l'objet de bon contrôle parce que ce n'est pas des voitures véhicules, c'est des véhicules. Vous savez, nous avons l'avantage d'être un produit présent sur les marchés. Deuxièmement, d'être